Bonsoir à tous et bienvenue sur Balle au pied, nouvelle chaîne Twitch que je lance, une chaîne Twitch dédiée au football. On va se retrouver tous les samedis et dimanches soirs à partir de 23 h pour parler football, pour débriefer le week-end européen. Et ce soir, gros programme puisqu'on va débriefer le classique OM PSG qui vient à peine de se terminer au Stade Vélodrome, une victoire 2-0 du PSG. On va aussi parler, comme vous avez vu, sur le programme de la Première Ligue, de la Liga, de la Serie A d'hier, le Classiqueur également, le Bayern de Dortmund. Donc voilà, c'est mon premier stream. Si vous voyez des petites incohérences, des petits problèmes de micro, de caméra, n'hésitez pas à me le faire savoir, des problèmes de son également, hein, je débute. Aussi, j'en profite pour vous dire que j'ai également une chaîne YouTube qui pour l'instant a été créée. Bon, pour l'instant aucune vidéo dessus, mais à l'avenir, lorsque je maîtriserai assez le montage, ça pourra venir. Et je suis également un compte Twitter, balle au pied. Vous pourrez trouver tous ces liens en bio. Twitter où je suis en train de réagir au match, donc n'hésitez pas à venir, ça peut être intéressant. Donc programme chargé comme je vous l'ai dit, avec tout d'abord le classique, donc OM PSG qui s'est déroulé au Stade Vélodrome, un match qui avait de l'enjeu, mine de rien. Alors certes, le PSG n'avait pas énormément d'enjeux au vu du classement, puisque le PSG avait 9 points d'avance au début du match, et il pouvait potentiellement en avoir 12, mais le PSG avait pour objectif de se rassurer avant une semaine charnière, où ils vont recevoir Rennes en Coupe de France mercredi, ils vont jouer Clermont également le week-end prochain, avant de recevoir le FC Barcelone, donc 4 matchs en 12 jours, c'est donc important de le lancer, et surtout d'avoir des certitudes dans le jeu, et du côté de l'OM, l'objectif était de repartir, étant donné que l'OM avait réalisé une contre-performance à Rennes le week-end dernier. Donc l'OM avait, c'est important, mais en plus l'OM avait de nombreux blessés. On a compté Murillo, Klose, Ismail Assar, Gigot, Balerdi qui était incertain, Ulysse Garcia qui était incertain. Le fait est que finalement Balerdi était opérationnel, Ulysse Garcia était opérationnel, et on va le voir tout de suite. Alors on va changer, hop, voilà. Donc on va tout de suite regarder les compos d'équipe pour montrer que finalement l'OM était arrivé, j'ai envie de dire presque avec confiance, parce que Jean-Luc Gasset avait fait, alors là, c'est positionné en 4-3-3, c'était plus un 4-2-3-1 qui avait proposé Jean-Luc Gasset initialement, mais c'est vrai que en réalité, dans la plupart, la grande majorité du match, ça a été un 4-3-3 avec Aminarit qui, c'est vrai, essayait de faire le relais entre la défense et l'attaque, même si en phase défensive, ça s'est plus apparenté à un 4-4-2, où Aubameyang allait presser les défenseurs centraux adverses, Iliman Ndiaye en soutien, et une vraie ligne de 4 avec Harit à gauche, la doublette contre Berto et Luis Enrique qui redescendait côté droit, pour essayer d'avoir une vraie ligne de 4 au niveau de la ligne médiane, et de tenter, je dis bien tenter, ça a été un marché, il faut le dire pendant la plupart du temps, tenter d'éviter le PSG d'avoir le ballon au milieu de terrain pour pouvoir potentiellement lancer Mbappé, Dembélé ou Colomoni, parce qu'on sait que la vitesse c'est leur point fort. Alors dans ces matchs il y a eu plusieurs phases, vu 5-10 premières minutes où le PSG a eu le ballon, l'OM a eu des difficultés à rentrer dans le match, mais globalement en première mi-temps, l'OM a vraiment fait bonne figure. L'OM a fait bonne figure dans l'agressivité, dans la récupération du ballon. L'OM a été juste, à l'image de Jordan Verretou qui a fait une énorme première mi-temps à la récupération, à la projection. C'est lui notamment qui obtient une frappe qui touche le montant de Donnarumma. Et à ce moment-là, on se dit que l'OM peut-être peut faire quelque chose. De l'autre côté, on a un PSG qui a un petit peu de mal, avec notamment Mbappé côté gauche qui a du mal à avoir le ballon, qui a du mal à se lancer. On a Colomani aussi côté droit qui a du mal. Il y a juste Dembélé qui essaye et qui tente des incursions. D'ailleurs ça a failli marcher puisque en première mi-temps il part du milieu de terrain, et heureusement que Dembélé, parce que oui je suis supporter marseillais, Dembélé a du mal dans la finition, parce que il a vraiment, Dembélé a ce truc, et ça on ne peut pas lui enlever, c'est que il tente beaucoup, il réussit beaucoup, mais dans le dernier geste, et ça fait des années qu'on le sait, mais là ça a été encore flagrant ce soir, dans le dernier geste, ce déboulé où il élimine toute la défense marseillaise et qui se retrouve à 6 mètres du but et qui croise trop sa frappe, c'est pas normal pour un joueur du niveau de Dembélé, surtout avec le temps. Ça fait longtemps qu'on lui dit, ça fait longtemps qu'il le sait. Donc compliqué pour Ousmane Dembélé, mais donc par mi-temps on va dire un peu équilibré, ou même je dirais l'OM physiquement est au rendez-vous. L'OM physiquement est au rendez-vous dans les duels, et même c'est le PSG qui n'y est pas, et même est en retard, à l'image de Beraldo qui va prendre un carton jaune. Et puis il y a ce tournant, parce que c'est un tournant du match, il faut le dire, il y a ce carton rouge de Beraldo. Alors là, il va y avoir débat. Je vais essayer de vous retrouver l'image pour avoir la faute potentiellement. Hop.
Si on tape Beraldo, on va peut-être la trouver. Cette image, voilà, il y a cette image. Je vous la mets en plein écran pour que vous la voyez. Sur cette image, on voit bien que Beraldo... Alors il y a eu des débats, parce que tout d'abord l'arbitre siffle. Au début, il n'y a pas de carton, il y a même un carton jaune pour Lucas Hernandez, donc on commence à se demander, mais est-ce que l'arbitre s'est trompé? Est-ce que Hernandez est venu protester? Bon, il y a un débat. L'arbitre va aller voir la VAR, certainement que l'arbitre VAR lui a demandé de venir, et il va voir la faute. Donc il va voir cette faute de Beraldo. Il y a faute. Évidemment qu'il y a faute, on voit le geste du bras de Beraldo, et c'est pour ça que je voulais aussi vous trouver une autre image, c'est que on voit très nettement ensuite qu'il y a une situation potentiellement de 1 contre 1 avec le gardien. Voilà, hop là. Vous voyez qu'ici, donc, on a Aubameyang qui est ici, on a Beraldo là, et on voit ici, il me semble, de mémoire que c'est Danilo Pereira, qui est très loin d'Aubameyang. Certainement qu'Aubameyang aurait eu la balle. Il n'y a presque pas de doute à avoir. Certainement qu'Aubameyang aurait eu la balle. Il serait parti alors, but, pas but, passe, pas passe, auprès de Harit qui était en train de se projeter. Ça, on ne sait pas. Le fait est que l'arbitre va voir la VAR. La VAR, après réflexion, Bastien décide de donner un carton rouge direct. Première mauvaise décision. Pour moi, il ne peut pas y avoir carton rouge direct. Pour la simple et bonne raison que ça me semble un peu sévère. Il n'est pas en plein cœur du jeu. Il n'y a pas 30 mètres d'avance et 30 mètres d'écart avec l'autre défenseur. Latéralement, certes, mais pas dans la profondeur. Donc, carton rouge direct est un peu abusé. Ce qui aurait été juste, c'est donc un deuxième carton jaune, parce que Beraldo avait déjà pris un carton jaune. Un deuxième carton jaune qui entraîne un carton rouge. Je trouve que le carton rouge direct est sévère. Et je pense que Benoît Bastien a fait la première erreur du match. Puisqu'il y en aura peut-être d'autres après. Ça, on pourra essayer d'en débattre si vous êtes là sur le chat. N'hésitez pas d'ailleurs à participer si vous êtes là sur le chat pour qu'on puisse débattre de ce match et de ce qui va se passer après. Il y a cette action. Pour moi, si l'arbitre, il sait que c'est un grand match, il sait que c'est PSG-OM, il sait que... Alors moi je vous le dis, je suis pro-OM, c'est-à-dire je suis pour le supporter de l'OM, mais il faut être objectif. Beraldo a fait une faute, et après son carton jaune, son premier carton jaune, on va vérifier, il me semble qu'il le prend 10 ou 15 minutes avant. Alors il le prend au quart d'heure de jeu. Et il me semble que Beraldo n'a pas fait d'autres fautes. Beraldo n'a pas fait d'autres fautes, il me semble, entre-temps. C'est sa deuxième faute, après son premier carton jaune. En faisant un peu preuve de pédagogie et en voyant l'action, on se doute bien, alors après il y a le stade, la pression, les staffs, les joueurs qui commencent à s'agglutiner autour de lui, etc. En faisant preuve d'intelligence, l'arbitre aurait pu le rappeler à l'ordre et lui dire que la prochaine fois, c'est carton jaune et à ce moment-là rouge. Donc, compliqué. C'est compliqué. Même moi là, en y repensant, la faute est quand même grossière, mais est-ce que ça m'y est... En tout cas, mérite rouge direct, c'est pas possible. Parce qu'ensuite, on sait en plus qu'après en commission de discipline, rouge direct et deuxième jaune, ça change énormément. Je sais pas. J'avoue que moi j'aurais peut-être mis juste un deuxième jaune, ou pas de jaune carrément, il lui aurait rappelé à l'ordre, mais en même temps, après il se prend pendant 45 minutes à chaque décision contraire contre l'OM, il va se prendre la foudre du stade, de Gasset, du staff, des joueurs, donc compliqué, mais en tout cas c'est un tournant, le fait est qu'il y a carton rouge, Beraldo sort, et là la chance que le PSG a, c'est que l'OM commençait vraiment à avoir des occasions, à se projeter, à avoir des coups de pied arrêtés intéressants, et donc la chance pour le PSG c'est qu'il y a la mi-temps, et alors la mi-temps là, on passe à autre chose, petit aparté sur ça. Luis Campos, encore une fois, il l'avait fait l'année dernière au Parc des Princes contre Lille, il le refait là. Il descend et va carrément devant le vestiaire des arbitres pour leur gueuler dessus. Alors, moi, ça, j'en peux plus. Je vous le dis, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol de voir ces directeurs sportifs, normalement, sur le terrain, ça appartient aux joueurs, aux staff techniques, aux arbitres, et même le vestiaire. En fin de match, peut-être si la fête, etc. Mais à la mi-temps, on ne peut pas accepter que des dirigeants, présidents, directeurs sportifs, conseillers, que sais-je, descendent dans les vestiaires, encore plus, pour aller au vestiaire de l'arbitre et leur gueuler dessus, pour leur faire comprendre qu'ils ont fait une erreur. Je trouve ça insupportable, et je trouve ça honteux. Ça c'est mon avis, et en plus, je trouve que Campos est coutumé du fait, et peut-être aussi qu'il est énervé, parce qu'il sent que son aventure parisienne risque de se finir cet été, donc je sais pas, mais en tout cas, bon, je trouve ça honteux. Le fait est qu'il y a la mi-temps, et là, l'OM passe dans une autre phase. L'OM passe dans la phase de on est 11, ils sont 10. L'OM l'a fait plusieurs fois cette saison. On va les regarder parce que quand même il faut le voir. On va aller sur Transfermarkt pour voir tout ça par rapport à l'Olympique de Marseille. Parce qu'à un moment donné, il faut se rendre compte quand même du truc. L'Olympique de Marseille cette saison a de nombreuses fois été à 10 contre 11. Et tous les supporters de l'OM le savent, ceux qui me regardent, ceux qui m'écoutent, cette saison, être à 11 contre 10 pour l'OM, c'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe. On va aller dans les matchs, si je me retrouve ça. Hop, calendrier.
Est-ce que ça va être affiché là-dessus? Je ne sais pas. Ça va être affiché, mais c'est pas grave, on va regarder les matchs. Dans le souvenir, Metz, bisous, deuxième journée. L'OM mène tranquillement à 0. Carton rouge pour Metz. Dans les 10 minutes qui suivent, l'OM prend 2 buts. Final, ça finit à 2 partout. Premier incident. 2 matchs plus tard, quatrième journée, l'OM se déplace à Nantes. L'OM marque très tôt dans le match. Juste après le but, il y a un carton rouge pour Nantes. Et pendant 75 minutes, l'OM joue comme si c'était l'OM qui était à 10 et Nantes qui était à 11. L'OM se fait marcher dessus, l'OM n'a même pas une seule occasion à se mettre sous la dent. Et pire, ils sont égalisés. Donc ça fait déjà, il faut se rendre compte, 4 points de perdus. 4 points de perdus sur les 4 premières journées. C'est vous dire. Ensuite, on va descendre. Il me semble que contre le Havre, il y a un carton rouge, mais là, bon, la faiblesse de du Havre fait que l'OM va quand même s'imposer. Ensuite, il y a le match contre Monaco, à domicile, où là aussi, Monaco va être à 10 et va même être à 9 pendant un quart d'heure, 20 minutes à la fin du match. Et l'OM n'arrive même pas à gagner. Fait un 2 partout. Alors on se souvient, ça joue à rien, il y a le raté immanquable de Vitinha à la fin. Mais c'est pour vous dire. Et après, il y a encore pire, il y a Metz, 2 journées après, où là, pour le coup, c'est nous qui prenons un carton rouge, alors qu'on a le match en main, et on se met le match... on se foire le match tout seul. Mais c'est pour vous dire que l'OM n'arrive pas à jouer sous pression. L'OM n'accepte pas le fait de devoir quelque chose, de devoir gagner. Elle a peur de devoir gagner, parce que l'OM à chaque fois se dit, on est 11, ils sont 10, on est l'OM, on joue contre des équipes plus faibles, bon là c'est le PSG en leur face, donc c'est différent, mais contre les équipes, on joue contre des plus faibles, on se doit de gagner. Et ce devoir fait qu'il commence à se frustrer, à se tendre et à se dire il ne faut pas qu'on fasse d'erreurs. Et évidemment, tout le monde le sait, quand on se dit il ne faut pas qu'on fasse d'erreurs, c'est exactement le moment où on fait des erreurs. C'est très 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 compliqué. Maintenant, l'OM peut changer quelque chose. Il n'est pas obligé de tout de suite se tendre et de se précipiter vers le but parisien. Sauf que, au bout d'une minute, et on le sentait, le début des mi-temps était bizarre, le PSG a fait des changements, avait sorti Colomboigny qui on sentait était pas dans le match, et c'est dommage parce que, encore une fois, et je me souviens de je suis désolé, mais on va essayer de vous remontrer la compo. Ce système où Enrique redescend à droite et avoir 2 lignes de 4 assez hautes, parce que la ligne de 4 elle est souvent au niveau du rond central, ça faisait qu'au bout de 20 minutes on voyait que la plupart des joueurs de l'OM étaient justement dans ces moitiés de terrain du PSG, et le PSG pendant les 25 premières minutes, il y a juste Colomboigny qui est un petit peu de ce côté à droite était dans le camp parisien, sinon dans le camp marseillais pardon, sinon tous les Parisiens étaient dans leur camp. Et là, on ne sait pas pourquoi, il y a un tournant. Je vais vous le zoomer quand même, que c'est très marrant. Là. Chancel Mbemba est remplacé par Samuel Gigot. On le sait, l'OM avait déjà beaucoup de blessés, ça s'arrange pas. L'OM perd Chancel Mbemba, qui est quand même son taulier de la défense, qui faisait un très très beau match jusque-là, qui contenait Mbappé, qui était vraiment aussi dans la construction de la relance marseillaise pour écarter sur le côté, notamment du côté de Luis Enrique. Et là, il se pète. Chancel Mbemba se pète, les Marseillais commencent à se dire c'est con, machin, et là Gigot rentre. Gigot, on lui est bien au début, Gigot, Marseillais dans l'âme, c'est un guerrier, il va au charbon, il vit pour l'OM. Gigot cette saison, déjà plusieurs fois, même la saison dernière, il joue trop rudement et donc il se blesse. Donc, je m'en souviens le match l'année dernière à Lens où dans les 15 premières minutes il met une intensité de fou et il se pète. Cette année, il nous a quand même fait ne pas gagner un match contre Metz où on gagne 1-0. Non, je crois pas qu'on gagne 1-0, mais à 0-0, on les domine pendant 20 minutes, il prend un carton rouge, mais débile, contre Metz, et là on se dit, aïe, le début des problèmes, puisque au final on fait un partout contre Metz à domicile, Metz qui quand même est dans le bas du classement de Ligue 1, je vous le rappelle, et là Samuel Gigot rentre. 51e minute, 53e minute, Vitinha marque. Et ce qui me gêne, c'est que ce but vient de quoi? C'est d'un ballon dégagé par la défense parisienne. Gigot va pour mettre la tête, mais sans vraiment la mettre. Et là, patatras, il y a Gigot qui fait la tête sans la mettre, et ça va directement, il me semble, sur Vitinha. Et là, les fusées, il y a Vitinha qui avance, il y a Quentin Merlin qui qui se jette, mais on le sent, dès qu'il jette, on sent qu'il va pas l'avoir la balle. Vitinha avance, il y a un 3 contre 2, à gauche Mbappé, à droite Dembélé, et là, hyper intelligence et de Vitinha et de Dembélé. Vitinha qui voit dans son dos que les milieux arrivent, mais que les milieux vont plutôt côté gauche d'Mbappé, il décale à droite Dembélé, qui est un boulevard, mais Dembélé intelligent, qui sait, là pour le coup, bravo Dembélé, qui sait qu'il
qui risque de pas la mettre, c'est terrible pour le joueur de dire ça. Qui sait qu'il risque de pas la mettre. Mais intelligemment, il la remet à Vitinha, et Vitinha, là, dans un fauteuil, qui a tout le temps pour contrôler et placer le ballon dans le but de Paul Lopez. Et là, coup de massue. Coup de massue parce que l'OM. C'est dur, parce que l'OM, en première mi-temps, fait peut-être sa meilleure première mi-temps. En prenant compte de l'adversaire, on a déjà fait mieux. L'OM a déjà fait mieux cette année. Mais compte tenu de l'adversaire, c'était vraiment une très bonne première mi-temps contre le PSG. Peut-être que certains diront qu'ils jouaient en chaussons, ou qu'il y avait la pluie, etc. Mais bon, l'OM fait une vraie bonne première mi-temps. Et là, il y a ce coup de massue qui arrive. C'est terrible pour l'OM, parce que c'est toujours Gigot. C'est compliqué, mais à chaque fois qu'il y a un problème, Gigot est presque concerné dedans. Si c'est pas lui, c'est Balerdi. Et Balerdi, qui était très bon, et encore une fois aujourd'hui, je trouve quand même assez bon, sachant qu'il était blessé, il est sorti d'ailleurs sur blessure en fin de match. Mais voilà, et là, après, l'OM veut courir après le score, mais c'est à ce moment-là qu'on a Vitinha, qui au milieu fait un travail monumental à la récupération, d'en garder le ballon, provoquer des fautes auprès des Marseillais, relancer, qui font un super travail. On a aussi Dan Opera qui défensivement est exceptionnel, je trouve, pour le PSG. Alors, je sais que les sorties de Parisiens sont assez durs avec lui par rapport à son statut et de jouer au niveau, mais un mec qui arrive, qui joue au milieu, qui joue défenseur, qui est trimballé à gauche à droite, sur le banc, titulaire et tout, franchement, beaucoup d'équipes aimeraient voir un Danilo Pereira dans leur effectif. Ensuite, il y a changement qui semble assez logique. Heure de jeu, Kondogbia, clairement, on sentait que physiquement, il a fait une bonne première mi-temps, je trouve, dans sa volonté de se projeter, d'aller vers l'avant, la récupération, tout de suite écarté, que ce soit sur Harit, sur Ndiaye, il a toujours voulu prôner le jeu vers l'avant. Il y a cette frappe aussi, je pense, en première mi-temps qui doit cadrer à minima, qui met à côté, mais qui doit cadrer à minima. Mais bon, on sent qu'en deuxième mi-temps, il est strappé encore plus sur le genou, on sent qu'il est moins présent, et là, il fait remplacer par Pagaye, pourquoi pas. Et maintenant, il y a Iliman Ndiaye qui est remplacé par Moumbagna. Ndiaye qui, je trouve, a peut-être été le moins bon offensif ce soir. Ça joue avec Harit, parce que je trouve que Ndiaye a souvent été brouillon dans ses contrôles, dans sa conduite de balle. Il faisait souvent les mauvais choix, il attendait trop. C'est pas nul, mais c'est pas non plus bon, quoi. C'est moyen, mais moyen moins. Donc pour moi, c'est peut-être le moins bon, parce que Harit a quand même eu des occasions, alors il les a ratés complètement, mais il les a eu. Et Iliman Ndiaye, il n'a même pas eu une occasion, quoi. Peut-être en fin de première mi-temps, avec ce coup franc de Vertou sur la faute de Beraldo, où il fait un centre-tir que Donnarumma capte facilement. Mais bon, je sais pas. Je sais pas, Ndiaye. Moi j'aime bien le joueur, parce qu'on sent qu'il a du ballon, mais il n'a pas encore, je pense, trouvé son rôle et trouvé le type de joueur qui doit être à l'OM pour réussir. Et donc là, on a la rentrée combinée de Moumbagna et Gaye. L'OM a un semblant de réaction. Il y a ce triple changement parisien assez surprenant. Il sort Dembélé, il sort Ruiz et Dembélé. Enfin, surprenant. Oui, non, parce que je pense que Enrique sait à ce moment-là qu'avec 1-0, je pense qu'il sait que l'OM ne pourra pas gagner et qu'au pire, l'OM pourra égaliser. Donc il se dit, on a un match mercredi, je vais essayer de sortir mes cadres. Et donc il fait rentrer du 109. Ugarte, Asensio, Ramos, bon, qui ont fait des entrées, on va dire, bonnes, mais sans plus. Et là, l'OM, pendant 20 minutes, 25 minutes, va avoir des occasions. Et on va revenir sur un fait de jeu. Alors, il me semble que ça venait avant ça, même juste après le but de Vitinha, c'est la 58e, je crois. J'ai oublié d'en parler. Il y a cette action, on va essayer de la retrouver, de Jordan Vertou. Alors là, il y a débat. Il y a gros débat, et c'est là où je parlais de Benoît Bastien qui faisait d'abord une erreur. Qui fait d'abord une erreur sur l'action de Beraldo, oui, bien rouge direct. Là, il y a erreur, parce que alors c'est sur une action, il me semble, un peu confuse, où il y a un tir contré, ça revient sur Vertou, enfin, c'est compliqué. Et là, Vertou se trouve en bonne position, Yabou pourtant frappe, la balle est contrée par Hernandez, et ça va dans le but. L'arbitre au début siffle rien, et au bout de 5-6 secondes, on se rend compte que l'arbitre siffle hors jeu. Effectivement, Luis Enrique est hors jeu. Il n'y a pas de doute, ça, on le voit, l'image le prouve. Maintenant, il y a la question, est-ce que Enrique fait action de jeu? Et là, il y a débat, parce que Vertou va tirer et la balle va être contrée par Hernandez. Maradona, n'importe quoi. Donnarumma, vous le voyez ici, sa vision sur la frappe, qui va comme ça, n'est pas gâchée par Luis Enrique, qui en plus, lui, ne va même pas essayer de gêner Donnarumma, il va vraiment rester stoïque et ne pas bouger. Donnarumma, on sent qu'il n'est pas gêné.
Mais même, il proteste pas, Donnarumma. Personne proteste au début du côté du PSG. Donnarumma se dit, bon, bah, on a pris le but, etc. Et donc là, pour moi, Enrique, dans un premier temps, ça peut siffler. Ça peut siffler dans la cohue, l'arbitre assistant, en plus qui est de côté, il voit ça, il se dit, bon, peut-être que Enrique le gêne. Mais à la VAR, je suis désolé, là, pour moi, il y a débat. Il y a débat parce que Enrique il fait pas action de jeu. Enrique il fait pas action de jeu sur l'action. Verretou frappe, Hernandez la contre, et pour moi ça fait un partout. Enrique il fait pas action de jeu. Voilà, pour moi c'est comme ça. Ça peut siffler, mais pour moi la VAR doit revenir dessus. La VAR doit revenir dessus et dire qu'il n'y a pas hors-jeu. Parce que, et là, l'OM qui déjà se dit, c'est reparti, on est en seconde 10, on sait comment en seconde 10 on a du mal, on va avoir du mal à marquer. L'OM arrive à marquer, le Vélodrome commence à bouillir, et là, hop, deuxième coup de massue, enfin premier coup de massue, le but est annulé. Donc l'OM qui se dit, on va avoir du mal à marquer, on marque, on nous le refuse, bon, compliqué. Pour moi, il n'y avait pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, je pense que l'arbitre, enfin la VAR aurait dû intervenir, dire qu'il n'y avait pas hors-jeu, parce que là, c'est... Je sais pas. C'est quelque chose de contraire. Alors peut-être après qu'il y avait la compensation par rapport à Beraldo, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, il y a peut-être... Pour moi, il y a plus pas hors-jeu qu'hors-jeu. Mais c'est comme ça. Après, bon... Je sais pas. Je sais pas. Mais pour moi, surtout, c'est la VAR qui doit intervenir. Il n'y a pas de contact VAR. On a l'impression que l'arbitre, il dit qu'il y a hors-jeu, il croit son assistant et basta, qu'il n'y a pas de VAR qui intervient. Moi, c'est plus ça qui me gêne. Mais voilà. Donc là, coup de massue. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'OM va tout simplement... eh bien, chercher pendant des jours et des jours, parce que ça paraissait tellement long que l'OM essayait d'aller vers l'avant, que l'OM essayait tout simplement de marquer un but, et l'OM n'a pas réussi. Alors, à se créer d'occasion, si, mais à chaque fois, combien de centres Ulysse Garcia, combien de centres Quentin Merlin ont effectué, des centres qui sont allés au troisième poteau, des centres qui sont allés directement en sortie de but, des centres qui ont trouvé des têtes parisiennes, parce qu'aussi dans la surface, bah, avec Aubameyang qui joue à droite, enfin à gauche pardon, et qui à la fin du match quand même était dans l'axe, mais il n'y a personne dans la surface, il n'y a personne, et surtout avec des joueurs essentiellement de côté qui donc vont essayer, puisque c'est leur zone préférentielle comme Harry, Tendia, d'être sur le côté, au final il n'y a personne à la surface, et surtout sur les deuxièmes ballons, pareil, il n'y a personne sur les deuxièmes ballons. Combien de fois le PSG a pu relancer, et je ne veux pas dire, mais la seule fois où il y avait quelqu'un au deuxième ballon, c'était à toute fin de match, quand Unai frappe, il a frappé contre, il essaie de la récupérer, il la perd, et là il y a le contre, il y a le deuxième but sur un corner à la base de l'OM, et il y a le corner, 10 secondes après, il y a le but du PSG sur une contre-attaque. Voilà, décolle, Asensio qui donne à Ramos, et Ramos qui se joue d'Enrique, puis de Paul Lopez. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que l'OM, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on dit, c'était déjà le cas l'année dernière, par moment, c'était déjà le cas avec Sampaoli, même si avec Sampaoli, comme on maîtrisait la plupart du match, on le disait pas, mais offensivement, l'OM, techniquement, c'est d'une faiblesse, techniquement. Dès que. Alors, si j'ai vu ça à la mi-temps ou à l'heure de jeu, je sais plus, je vais voir, peut-être que ça s'est réglé, je vais vous montrer ça, peut-être que ça s'est réglé en deuxième partie, en fin de deuxième mi-temps, je pense que ça s'est réglé. On va regarder, juste pour rigoler un peu, la hitmap, parce qu'elle était assez flagrante. L'OM, vous voyez l'OM qui est à 10 contre 11 pendant une mi-temps. Grosse activité, c'est logique. Partout sur le terrain, l'OM est présent. La surface de réparation, vous avez juste réussi par bribes, et c'était vraiment en fin de match, dans les dernières minutes, quand Gaze se projetait à corps perdu, Carré tentait des trucs, mais tout le match, jusqu'à la 80-85e, il n'y avait pas une seule zone de couleur dans la surface de réparation du PSG. Parce que soit le ballon arrivait en centre, qui allait au troisième poteau, soit on reculait, soit on essayait de combiner. Mais le fait est qu'arrivé ici, au moment de centrer, il n'y avait personne, donc là-bas il était récupéré par le PSG. Sans compter les nombreuses pertes de balles, combien de fois aussi Enrique, qui pour moi était quand même assez bon, Enrique sur lequel on ne compte pas beaucoup à l'OM, on est quand même pas débile, on sent que ce joueur est limité, il est bien plus limité que ce qu'on nous a vendu il y a 4 ans au moment de son arrivée en 2020. À l'époque, on avait vendu que c'était un œuf qui allait changer la vie de l'OM, mais il était bon ce soir. Il était bon, il était juste, il a provoqué sur le côté droit. Il a réussi, je trouve, à bien combiner avec Ulysse Garcia ou même avec Verretou qu'il a réussi à trouver dans l'intérieur du jeu pour pouvoir ensuite aller vers la surface.
Mais Enrique, combien de fois aussi on a vu des passes en retrait avec des contrôles trop longs, des dribbles ratés, des crochets qui allaient dans les jambes adverses et tout. Et ça, ça c'est terrible, c'est en fin de match. On a des occasions où. Alors, il y en a une où Moumbani n'a pas de chance, il reçoit un ballon assez intéressant de Aubameyang qui le dévie. Il y a un rebond qui fait que, alors qu'il doit armer, il doit faire ce pas supplémentaire qui va lui faire une frappe toute molle. Il y a Harit qui. Après un peu un cafouillage, reçoit un ballon, fait un contrôle américain qui le met 3 mètres en arrière et après il frappe. Forcément, il y a 3 Parisiens devant lui, donc il la cadre pas. Et puis surtout, il y a cette action où Ulysse Garcia, après une bonne transition rapide, où Enrique, je retrouve Garcia qui revient à l'intérieur, il décale à gauche. Aubameyang qui est tout seul. Aubameyang fait un contrôle, alors qu'il est quand même. Aubameyang est là, hein. Il est là. Et quand il contrôle, le ballon arrive là. Et après, il récupère la balle, il joue avec et essaie de la centrer. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors oui, on va me dire, il pleuvait. Mais il pleut pas tous les week-ends. Alors à un moment donné, il faut aussi que, je sais pas si ça se travaille pas, ou si c'est mental. Je pense parce qu'Aubameyang quand même, Aubameyang, même Harit, il a du ballon, Amin Harit. C'est pas possible que tous les joueurs de l'OM soient techniquement limités, pour être gentil, dès qu'ils sont dans les 20 mètres adverses. C'est pas possible. Je peux pas le concevoir en tout cas. Je peux pas le concevoir. Donc moi c'est ça qui me choque quoi. Comment c'est possible? Enfin c'est, je sais pas, je comprends pas. Et après, alors aussi le coup du spectacle. Alors l'OM est pas bon offensivement. Défensivement, je trouve qu'on a été assez bon, évidemment, sauf évidemment. Bon, le deuxième but, j'en veux presque pas parce qu'on se jette à corps perdu pour marquer un but. Donc prendre un but sur un contre, alors on est tous dans la surface adverse. Pourquoi pas? Quand tu perds 1-0, pourquoi pas? T'es plus après de toute façon. Mais le premier but, Merlin qui est en retard, Kondogbia qui trottine et qui court même pas. Et puis surtout, on laisse de la liberté, beaucoup trop de liberté. Et encore juste avant le but, il y a Hakimi qui avait une occasion, il s'était amusé d'Harit qui heureusement quand même laisse son pied sur le tacle pour éviter le but. Mais sur le premier but, il est catastrophique. Et c'est encore une fois Gigot. Je suis désolé. Et Gigot, en plus, Gigot, à qui on donne le brassard? À qui on donne le brassard? C'est dire. Donc le capitaine de l'OM, c'est Gigot, par moment. Sur le terrain, Gigot peut être capitaine de l'OM. Je sais pas si on se rend compte de la phrase. Gigot qui. Alors ok, il aime l'OM, c'est sûr. Il crie dès qu'il rate quelque chose, dès qu'il marque, c'est sûr. Mais techniquement, et ce mec-là ne rassure personne. Ne rassure personne. Et alors, offensivement, quand il tente des trucs, parce qu'il faut marquer, je me souviens d'un centre. Un centre, il est à 30 mètres du but du côté droit, il arrive à centrer et la mettre en 6 mètres, mais tout droit. C'est-à-dire, il reste à droite, le ballon tourne même pas, il est tout droit le ballon. Et alors, le coup du spectacle, c'était dernière action. On peut marquer un but peut-être avec un 2 avec Harit, il fait une remise extérieure du pied, mais qui est abominable. Une passe extérieure du pied, lobe qui va en touche. Enfin bon, c'est. Je sais pas. Alors, je suis quand même fier de ce qu'a fait l'OM parce que toute cette semaine, on a vendu la peur. Le PSG va venir, Mbappé s'est préservé, Mbappé va tout donner pour son dernier match au Vélodrome. On a beaucoup de blessés. Le fait est quand même que je trouve que l'équipe a montré un bon visage, sauf à partir du moment où on était à 10 toute la deuxième mi-temps, l'équipe a montré un visage de peur. De peur. C'est à contrario de PSG qui a repris la main sur le milieu de terrain en deuxième mi-temps. Et le symbole, c'est Vitinha qui a été très très bon. C'est comme ça. L'OM, c'est. Je pense que ce club est fait pour souffrir et c'est dommage parce qu'on va le voir juste après. L'OM, avec ce qu'on pouvait comprendre comme être des éléments favorables, aurait pu faire une vraie belle opération. Peut-être pas pour le podium, parce qu'on va le voir aussi après, c'est compliqué, mais pour les places européennes. Parce que le fait est que le PSG, cette fois, euh, avec ses victoires, monte à 62 points. L'OM est à 39. L'OM a 23 points de retard sur le premier. 23 points de retard sur le premier. C'est abyssal, je vous rappelle, au début de saison, les débats qu'il y avait, et même moi j'y croyais, je vais pas mentir, j'ai été naïf certainement. Je me disais, avec cet effectif, avec le recrutement qui est fait, les bons coups, Kondogbia a cherché l'Atlético, Ismail Assar et Ndiaye avec des vraies sommes mises agressives pour montrer notre ambition, des joueurs, un joueur comme Aubameyang qui vient à l'OM, je me suis vraiment dit, cette année, il y a moyen. Le PSG qui perdait Neymar, qui perdait Messi, qui perdait Verratti, qui faisait un recrutement
un peu plus intelligent, mais donc moins dribbling. Donc de l'extérieur, on peut se dire, ouais, moins dribbling, forcément, c'est que ça va être moins bon. Et il fait qu'on est à 23 points du PSG. Au 31 mars, on est à 23 points du PSG. Je rappelle juste que l'année dernière, on les a affrontés le 27 février, me semble-t-il, et on jouait pour revenir à 2 points du PSG pour jouer le titre. C'est ça qui s'est passé la dernière fois. Et là, en plus, le coup du spectacle, c'est que pendant ce match, on a Mbemba qui se blesse. Mbemba qui se blesse. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Dites-moi, quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que là, c'est dur. C'est dur. Mais en plus, il n'arrive pas à marcher, ça m'a l'air d'être assez grave. Je pense que le match aller contre Benfica, qui est pourtant dans 10 jours, je pense que c'est déjà mort. Parce que pour pas réussir à marcher jusqu'au banc de touche et faire tout le tour du terrain en boitant sur une jambe avec deux mecs Gustave qui le soulèvent, ça n'a rien de bon. Autant te dire que l'OM, c'est voilà, on paye le travail de Marcelino et la préparation qui a été catastrophique, voilà. Et sans compter Gattuso qui a voulu essayer de la rattraper, la CAN, donc des joueurs comme Bereto qui ont joué, mais je sais pas combien de minutes, je sais pas combien de matchs durant le mois de janvier. Et c'est là aussi on peut se dire que les 2 tours d'Europa League en plus, enfin le tour et donc les 2 matchs en plus d'Europa League, bah la pèse dans la balance. Et on se dit que le match à Brighton, on aurait pu le gagner puisque on a quand même quelques occasions, mais il fait d'autant plus mal puisque c'est certainement des matchs comme ça qui font que ça pèse sur les joueurs et qui se pètent. Alors de positif, c'est qu'on a récupéré Balerdi, ce qui est sorti, il me semble, un petit peu avec une petite douleur là où il s'était blessé, ou alors juste ils n'ont pas voulu prendre de risque. Je pense que Balerdi avec 10 jours de plus sera là pour Benfica. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est même pas Benfica, c'est qu'on rejoue la semaine prochaine contre Lille. On va à Lille. Lille, qui vendredi a battu Lens 2-1, avec une équipe de Lille physiquement, techniquement au niveau. Ma foi, c'est dur. C'est dur. J'ai hâte de voir les réactions de Joel Gasset, parce que il y a quand même des choses positives à retirer de ce match. L'OM a montré un beau visage, pris par l'enjeu, malheureusement, comme trop souvent cette saison. On fait n'importe quoi et on perd nos moyens. Le PSG, bon, cueilleurs du PSG, ils ont fait un match, voilà, ils ont pas non plus, ils se sont pas trop donné à fond, j'ai l'impression. Alors peut-être que l'OM aussi, je pense que l'OM les a gênés, mais je pense aussi que j'arrive même pas à parler tellement je suis déçu parce que l'OM avait vraiment quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire et surtout on le verra par rapport au classement. Mais voilà, pour un peu clore le débat sur ce match, encore un grand rendez-vous perdu par l'OM. Encore un grand rendez-vous perdu parce que Lille, tu fais un match, je crois, un 0-0 minable à domicile, où c'est une purge monstre. Brest, tu gagnes parce que c'est la première journée et Brest n'est pas le Brest de maintenant. Lens, tu perds à Lens. Le PSG, au parc, t'es ridicule parce que t'es en crise. Et aujourd'hui, t'es ridicule parce que t'es à 10 contre 11, t'arrives pas à gagner. Rennes, tu gagnes à domicile parce que Rennes dans le mal, mais tu perds chez eux. Ou pareil, les joueurs ont joué la fatigue. Moi, je veux bien, mais faut pas parler de fatigue. C'est trop facile, avant de parler de fatigue. L'OM, dès que l'OM joue 3 matchs d'affilée, 3 matchs par semaine, la fatigue est mise sur le tapis dès qu'on perd. Donc il y a ça. Nice, tu perds à Nice. Alors même si Nice est en grande difficulté, tu perds à Nice, donc tu te mets en problème alors que tu as une occasion de mettre le premier but par Aubameyang qui est extraordinaire. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, l'OM va devoir se projeter. Il y a Lille qui arrive, après il y a Benfica. Dieu merci, il n'y a pas de match entre les 2 matchs, entre l'aller-retour de Benfica, parce que là, il est fait pour une fois, a fait du bon boulot. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà ce que je pouvais moi dire sur le Classico, l'OM qui, encore une fois, depuis 2011, n'a pas gagné à domicile contre le PSG au championnat, et qui depuis 2017, octobre 2017, n'a pas marqué un seul but contre le PSG à domicile. Stat extraordinaire. Maintenant, si on passe à la Ligue 1, sur le reste de la Ligue 1, pourquoi je dis que l'OM a fait une très mauvaise opération? C'est parce qu'il y a eu des matchs qui sont déroulés ce week-end qui paraissaient hyper favorables. Alors d'abord, on va partir du principe que la place de Champions League, les 4 places de Champions League sont prises. Je pense que le PSG évidemment va être champion. Je pense que Brest, à force de dire Brest va lâcher, ils vont pas lâcher. Et ils vont tenir jusqu'au bout. En plus, Brest, il me semble que leur calendrier n'est pas hyper complexe, puisque ils vont quand même jouer Monaco et Rennes,
Mais après, le reste, voilà, ils vont quand même beaucoup recevoir. Euh, Ils vont recevoir Metz, ils vont aller à Lyon. Je pense que même à Lyon, Brest va gagner. Ils vont recevoir Monaco, mais à domicile, ils peuvent faire le match de leur vie. Franchement, Brest a une autoroute pour finir dans les 4 premiers. Une autoroute. Avec le niveau de jeu affiché, les autres qui se tirent dans les pattes, Brest sera dans le 3 premiers. Pareil pour Lille, qui est dans la dynamique, qui est dans le jeu, a des certitudes, joue bien. Ils ont la Conférence League à côté, qui peut leur prendre de l'énergie. Bon, ils vont jouer à Aston Villa quand même, donc ça va être très compliqué pour eux, je pense. Parce que Aston Villa est une équipe très physique, ça peut leur faire perdre des points. Mais Lille, à mon avis, au vu du jeu affiché, ils ont beaucoup trop de certitudes. Ils ont une équipe, ils ont un Jonathan David qui est en feu, un Zegrova qui est un des meilleurs ailiers de Ligue 1, ils ont un milieu de terrain, et là, ils ont des blessés, mais quand Javel Gomez va revenir, ils ont quand même André Bentaleb au milieu, qui est une très bonne doublette, Bentaleb encore, qui était très très bon contre Lens vendredi. Ils ont une certitude. Et puis ils ont surtout Chevalier qui est un top gardien, on l'a encore vu avec les espoirs contre la Côte d'Ivoire où il a été assez bon. Ensuite, samedi, Monaco a battu Metz, sans trop de difficultés. En plus, Monaco a joué à 12, puisque Jack a fait une super passe décisive à Balogun. Donc, Monaco, pareil, c'est trop solide, un match par semaine, une profondeur de banc exceptionnelle. Pour moi, c'est une honte qu'ils soient même pas à la lutte avec le PSG au vu de l'effectif et au vu de leur calendrier, parce qu'ils ont un match par semaine, les mecs. Mais bon, Monaco, à mon avis, c'est mort aussi. Et après, donc voilà, vous avez Lille-Brest, ça a battu Lorient avec des Castillo, qui en plus, je sais pas si vous avez vu, c'était marrant. Des Castillo qui a parlé assez ému à Prime Video juste après le match, parce que ça fait, il me semble, né à 3 jours, et c'est lui qui livre Brest à Lorient dans le derby breton. Donc belle opération de Brest. Et après, voilà, pourquoi je dis que c'est dommage pour l'OM, parce que t'as Lyon et Reims, même si Reims, je pense, est décroché depuis longtemps, qui font un partout, donc tu sais que tu peux prendre de l'avance encore plus sur Reims. T'as Nice qui, quand même, perd à Nantes. Nice qui perd à domicile contre Nantes. Nantes qui est dans le bas du classement, qui vient d'apprendre l'arrivée de Camboire, qui pour son premier match gagne 2-1. L'interview de Dante, d'un froid absolu, avec l'intervieweur de Prime Video, où il dit que la question, est-ce que le problème c'est Farioli, est-ce que le débat est coupé avec le coach est fait? Non, c'est pas coupé, mais d'une froideur exceptionnelle. Nice qui a perdu 5 de ses 7 derniers matchs, et pas contre des rois. Hein. Ils ont quand même Nice, ils ont perdu contre des équipes qui ne sont pas censées perdre. Bon, il y a cette victoire à Lens qui fait un peu illusion, mais ils perdent à domicile contre Montpellier, ils perdent à Toulouse, ils font nul contre Clermont qui est horrible, ils perdent à Lyon, ils perdent contre Monaco. Alors certes, ils prennent un carton rouge, je veux dire, Nice est en grande difficulté. Ils sont en train... Nice, c'est terrible à dire, mais Nice est en train de niquer sa saison. Je suis désolé pour le mot, mais c'est ça. C'est exactement ce qui se passe. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Donc il y avait cette occasion, Nice, qui du coup dégringolait encore plus. En parallèle, je vais remettre le classement. En parallèle, on a également... Ça c'est Nice, je vais revenir, excusez-moi, je suis en train un petit peu de manœuvrer. En parallèle, tu avais aussi Rennes qui t'a battu, qui perd à Strasbourg 2-0 en prenant 2 buts en 3 minutes. Donc t'avais tout pour revenir à 42 points et arriver à 1 point Nice qui est 5ème. T'avais tout pour revenir à 1 point de la 5ème place et à 4 points, me semble-t-il, oui, il y a 4 points, parce que le 4ème est à 46 points, et à 4 points de la 4ème place. T'avais tout. Et en plus de ça, t'avais tout. Alors, facile à dire, parce qu'avant le match, personne n'y croyait, étant donné qu'on jouait le PSG. Mais t'avais tout. Tu faisais un bon match contre le PSG, tu fais un bon début de match, tu prends pas de but, il y a un carton rouge pour le PSG. Tous les supporters y ont cru. Et on était naïfs. Évidemment, l'OM n'a pas su en profiter. Du coup, au classement, ça crée une course à l'Europe qui est toujours plus folle. Parce que donc on a Paris et Brest, Paris qui est très loin, Brest, Monaco, Lille qui est dans 4 points, Brest avec 50 points et qui a donc 7 points d'avance sur la 5ème place. Pour moi, Brest, et au vu de la dynamique, c'est impossible que Brest soit pas en Champions League l'année prochaine. Et à minimum, dès qu'ils finissent en 4ème, parce que sur la fin ils vont peut-être un peu craquer, mais pour moi c'est pas possible qu'ils soient pas dans les 4 premiers. Peut-être que Lille leur passera peut-être devant, mais il y a quand même 4 points. Monaco, je pense, passera devant, parce que Monaco c'est trop fort.
En termes de calendrier, un match par semaine, c'est trop fort. Ils ont quand même des joueurs à Kliouche, le petit Kliouche, qui était très bon avec les espoirs contre les États-Unis la semaine dernière, l'année dernière, je crois, a marqué. Ils ont un style de jeu c'est pas toujours fameux, c'est pas toujours beau à voir, mais Monaco c'est quand même solide et Monaco a un trop bel effectif. Pour moi, les 4 premiers c'est fait. Et après, on a quand même une course de la 5ème à la 9ème place où c'est en 4 points, où tu as donc Nice, Lens, Marseille, Rennes, Reims. Et tu as même Lyon à 8 points de Nice. Ah, Lyon. Ah, faudra peut-être pas les enterrer trop vite. Il reste 7 journées. Ils ont quand même perdu beaucoup de points. Je sais pas. Ils vont jouer qui, Lyon? Ils vont à Nantes, ils reçoivent Brest. Bon, ouais, non. Ça va être compliqué, Lyon. Ça va être compliqué parce que aller au parc, aller à Lille, recevoir Monaco, recevoir Brest, ouais, ils ont quand même un calendrier. Waouh. En 2 semaines, ils vont se faire, bah c'est simple, en 2 semaines, ils vont se faire les 4 premiers en 2 semaines. En 2 semaines. En 3 semaines, pardon. Ouais, pas cadeau, Lyon, pas cadeau. Mais donc, Lyon, bon. Je pense que Lyon, ce sera mort dans l'œuf. Mais, euh, mais ouais, entre Nice, Lens, Marseille, Rennes, Reims, quand même que des équipes dont la saison a été cataclysmique. Entre Nice, qui a fait un super début, qui est en train de dégringoler, Lens, où Francaise est de plus en plus contesté, où il y a cet imbroglio énorme, vous avez vu, avec Mike Mode, directeur de recrutement, un scout qui a été recruté lundi, enfin qui a été recruté pardon, en début de semaine, qui part pour des problèmes soi-disant de mensonges sur le CV, etc. Marseille, j'en parle même pas, qui a une saison de montagne russe. Rennes, qui a commencé hyper mal, qui a eu une super série de victoires consécutives et qui là est en train encore un peu de patauger. Reims, qui avait un projet de jeu séduisant, mais qui déçoit, qui a du mal à prendre des points. Compliqué. Très compliqué pour savoir qui va être européen parmi ces 5 équipes. J'ai envie de croire que Marseille le sera. Est-ce que je suis naïf? Je sais pas. Je pense que Nice va continuer de dégringoler. Nice, je vois pas, il n'y a rien. Nice, c'est le néant complet. Et je pense que ça va jouer entre Rennes et Lens. Mais je pense que sur la dynamique Rennes, qui a déjà joué Marseille, qui a déjà joué le PSG, qui a déjà joué Monaco, me semble, ou je vais regarder le calendrier. Non, bah sur Monaco, c'est leur prochain match de championnat. Mais après, il y a le match de coupe contre Paris aussi. Mais après, ils ont quand même un calendrier un peu plus abordable. Rennes, bah, je pense, va finir. Je pense que les 2 Européens qui vont suivre à la 5 et 6ème place, ça va être Marseille et Rennes. Est-ce que j'ai envie de me persuader que Marseille va l'être? C'est possible. Mais je pense que ça va être ça. Et après, pour la 7ème place qui pourrait être qualificative si le PSG gagne la Coupe de France, Lens, je vois Lens. Pour moi, Nice a vraiment dégringolé, va continuer d'aller dans le néant, quoi. Nice, c'est 28 buts en 27 journées. C'est un but par match. C'est cataclysmique. Ça pouvait être un style de jeu et une force en début de saison. Mais là, c'est waouh. Ouais, c'est dur. C'est dur, mais à voir. C'est pas non plus mort pour Nice. Mais je suis quand même pas hyper optimiste pour eux, quoi.